Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Es-tu sous le choc de la démission de Lionel Carman? Oui, parce que c'est le genre de moment qu'on vit rarement à l'Assemblée nationale. Là, tu sais, quand on reçoit une convocation d'une déclaration pour une déclaration du premier ministre à 9h30 au salon Bernard Lalonde, là. Habituellement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de gros. C'était pas prévu, tout ça. Hein? On se disait ce matin, mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Puis rapidement, la rumeur a circulé que c'était au sujet de Lionel Carman. Et effectivement, c'est ce qu'il a annoncé, sa démission, non seulement du Conseil des ministres, Benoît, mais aussi de la CAQ. Ça, c'est important. On peut écouter Lionel Carman. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi. C'est sûrement pas facile de quitter des dossiers qui me passionnent, mais je crois que c'est la bonne décision pour moi et les miens. Cette décision n'est pas... Tu vois, Benoît, il dit « Je fais le choix de ma famille ». Pourquoi la famille? Parce qu'il est tiraillé entre sa fille médecin qui a publié une lettre dévastatrice hier contre la loi 2 du gouvernement, cette loi qui refait là, finalement, qui repense complètement la rémunération des médecins. C'est une loi spéciale aussi qui ramène les médecins en classe parce qu'ils avaient cessé d'enseigner pour faire pression contre la loi 106. Donc, une loi matraque, comme on l'a dit. Et la fille de Lionel Carman, Laurence Carman, est comme M. Carman, un médecin spécialiste et qui a dénoncé dans les pages du Devoir, là, hier sur les écrans du Devoir et ce matin dans la version papier, que elle a étudié à Toronto, c'est beaucoup plus efficace à Toronto, donc elle parle du système québécois comme un système brisé, et puis là, on veut que ce soit uniquement les médecins qui le réparent. Donc, il n'y a pas explicitement, Lionel Carman, parlé contre la loi 2. Ça, c'est important ce matin, mais tout le monde a compris entre les lignes de quoi il s'agissait. Quand il dit « je fais le choix de ma famille », son épouse aussi est médecin. Alors, c'est vraiment catastrophique pour François Legault, qui était abattu, qui était vraiment ébranlé là, à côté de lui. Je l'ai rarement vu comme ça, le premier ministre. Il y a eu une accolade à la fin. Pourquoi une accolade? Parce que ce sont des amis, Benoît, des voisins. M. Legault a tout fait pour convaincre Lionel Carman de plonger en politique autour de 2011. 2011, là, M. Carman, il signe le premier manifeste de la coalition pour l'avenir du Québec. Donc ça, c'est le mouvement qui est antérieur à la création du parti de la CAQ. Alors vraiment un compagnon de la première heure de François Legault, qui était ministre responsable des services sociaux. Et comme ministre responsable des services sociaux, il a aussi, depuis 2018, été à l'avant-plan de certaines réformes majeures. Hein, la GIRTO, toute cette idée là, des maternelles 4 ans, mais aussi la réforme de la protection de la jeunesse après l'affaire de la petite fille de Granby. Alors, c'est un énorme départ pour le gouvernement, pour le parti aussi qui représente la CAQ. Mais devant tout ça, là, puis plus je lis sur la question, plus je lis des commentaires de médecins ou des gens de professionnels de la santé, je me dis pourquoi on prend pas le modèle ontarien et on ne le copie pas dans toutes les mesures. Puis faire un copier-coller. Puis dire, voici ce qu'on va faire. On veut faire une révolution. On fera pas une révolution pour perdre nos médecins, pour écœurer le monde qui sont déjà impliqués dans le monde de la santé, qui est vraiment un job pas facile. On va prendre le modèle ontarien, on va l'appliquer au Québec. Voyons ce que ça donne. Puis ce dont on n'a pas besoin, on l'évacue. On aime ça on aime ça les meilleures pratiques. En voilà une, peut-être. Ben oui. T'as raison. Mais tout le monde le donne en exemple. Je pense en Ontario. Est-ce que tout est parfait en Ontario? J'en doute parce que si Doug Ford a essayé d'aller marauder et chercher des médecins québécois profitant de la crise qui sévit ici, c'est peut-être aussi qu'il y a des problèmes. Je pense partout au Canada actuellement, là,
il y a des problèmes comment on dit déjà, des pénuries de main-d'œuvre, pénuries de médecins. C'est la même chose d'ailleurs au Nouveau-Brunswick. Hier, on me disait que Susan Holt, la première ministre du Nouveau-Brunswick, qui elle aussi a plus gentiment et de façon moins clownesque maraudé au Québec, mais quand même, elle a dit, moi, on va les accueillir, les médecins québécois. Ben, on m'a dit qu'elle-même, lors des conférences, par exemple, le Conseil de la Fédération, elle avertissait les grandes provinces en disant arrêtez de faire du maraudage. Donc, elle-même reprochait aux autres ce qu'elle a essayé de faire avec le Québec. Et justement, ça, c'est une parenthèse pour l'affaire Ford. Moi, je trouve que je suis certain que Doug Ford, il a fait ce qu'il n'aurait jamais fait à l'endroit d'une province anglophone. C'est ma tête. Le 1-800 Doug Ford, ça marche pas. Moi, je voulais appeler. Là, mais il y a un chiffre de trop. Ça marche pas. Il y a un chiffre de trop. Il faudrait enlever le U à Doug. C'est de la communication, ça. Il fait un peu du Trumpisme, là. Ouais. Mais là, Doug Ford, il met le Canada dans le trouble face à Trump. Là, il vient faire du maraudage au Québec pour nous éclairer. Ouais. Déjà, il nous manque 2000 médecins. Selon la Coalition pour les malades, là, Paul Brunet. Là, vraiment, c'est pas un... Puis il était censé être le grand ami de François Legault. Ben, c'était facile pour Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin de dire, voilà, c'est ça le Canada. Ouais. Hein? Vous pensez qu'on est il faut s'unir contre les États-Unis, il faut être unis, il faut se respecter entre nous. Paul Saint-Pierre Plamondon avait beau jeu aujourd'hui de dire, ben non, chacun défend son intérêt, puis il serait peut-être mieux d'avoir un pays plutôt qu'avoir une province. Tu sais, je veux dire, c'est évident, là. Doug Ford, il se prend pour capitaine Canada. Il arrête pas de donner des leçons à Daniel Smith. Puis la première chose qu'il fait, c'est que lorsqu'il y a une crise dans la chambre à coucher à côté, il dit aux époux, ben, à un des deux époux, viens donc coucher avec moi. C'est un peu ça qui est arrivé hier. C'est attrayant, ça. Imagine, c'est une crise de couple, là. C'est ton voisin. Puis il poignarde Legault dans le dos. C'est quand même extraordinaire. Moi, je comprends sa réaction. Moi, je l'ai écrit dans le journal ce matin. C'est pas tout le monde qui pense ça. J'ai reçu plein de courriels me dire, il l'a cherché, Legault. Il l'a peut-être cherché un peu, évidemment, dans sa chicane avec les médecins, mais c'était quand même grossier hier de la part du premier ministre ontarien de faire ça. M. Legault a réagi très fortement vers 16 heures. Entre autres, il y avait un peu une stratégie de communication pour écraser l'histoire de la lettre de Laurence Carman, la fille de Lionel Carman, qui venait de sortir. Ça, je pense que ça joue dans la décision de faire un point de presse. Oui, je suis fâché, puis en plus, ça va nous servir. Ouais. Peut-être qu'on va moins parler de la lettre. Ça arrive. En tout cas, ce matin, grosse démission. Et d'ailleurs, ça va prendre un remaniement. Ah oui, hein? Ça va prendre au moins... non, mais la loi 2, là... Legault va répondre aux questions incessamment. Est-ce qu'il va nous annoncer tout de suite le remplaçant de Lionel Carman? La loi 2, l'état de système de santé au Québec, là, les médecins veulent partir, les infirmières veulent partir, les perfusionnistes, là, je reviens avec ce dossier-là que je trouve complètement aberrant. Écoute, le salaire d'entrée d'un perfusionniste qui est allé à l'université, c'est à peu près le salaire de quelqu'un qui travaille chez Costco. C'est honnête, c'est louable là, comme travail. Mais il y a quand même des études universitaires derrière le perfusionniste. Puis ça, ils veulent pas négocier, ils veulent pas le comprendre, ils veulent pas l'entendre. Il me semble qu'on est devant on a frappé un mur là, au Québec dans la gouvernance. Oui, en effet. Puis d'après ce qu'on me dit, il y a devant les tribunaux, là, on commence à avoir des décisions. Écoute, j'ai su ça juste avant d'entrer en ondes, là, mais il paraît que les juges... il y a un juge qui aurait tenu des propos extrêmement durs déjà à l'endroit de la loi 2. On va voir. Ça, ce qu'on m'a dit, c'est de source sûre, mais j'ai pas vu le texte moi-même. Okay. Alors, j'ai l'impression que les tribunaux vont peut-être suspendre des parties de cette loi-là, notamment la loi spéciale là, qui, à sa face même, comme on dit, c'est un anglicisme, mais manifestement va contre certains droits et libertés fondamentaux. 30e du référendum, pas trop longtemps, là, parce que les nouvelles anniversaires, moi, ça me tape ses nerfs. Ça fait 30 ans aujourd'hui, on a perdu le référendum par 54 000 voix. Ouais.
Juste pour dire que Jean Chrétien, dans les pages de la presse, dit « Moi, je savais quoi faire, j'aurais fait un contre-référendum, C'était bien intéressant ce matin d'entendre Chantal Hébert, qui a démoli la version de Jean Chrétien. Pourquoi Chantal Hébert, donc commentatrice, qui est vieille routière de la politique, elle a écrit « Confession post-référendaire avec Jean Lapierre ». Elle a dit « C'est toujours utile les anniversaires pour ceux qui veulent réécrire l'histoire ». Et elle dit que Jean Chrétien, ce qu'il passe sous silence, c'est que si un oui faible l'avait emporté, s'il y avait eu un oui faible, il y aurait eu un problème de légitimité pour un premier ministre francophone. Et déjà, il y avait des gens qui disaient il faut qu'il s'éclipse et que ce soit un Canadien anglais qui prenne la barre du gouvernement. Donc ça, il n'en parle pas, Jean Chrétien. Puis son histoire de référendum gagné à 95% contre référendum, je sais pas, c'est une des premières fois qu'il parle de ça. Sa loi sur la clarté, là. A eu cette réaction-là, on peut l'entendre. Ouais. L'œuvre de Jean Chrétien, il nous le dit de manière très, très explicite, c'est le mensonge, le subterfuge et la répression. Il s'en cache même pas. Il a dit durant la campagne qu'il reconnaîtrait l'exercice démocratique des Québécois. C'était faux. Et il préparait, d'une manière ou d'une autre, une séquence de répression de la volonté puis de l'expression de la différence québécoise à travers de la corruption. C'est ça, le scandale des commandites. Donc tu vois, ça donne une occasion à Paul Saint-Pierre Plamondon de réagir. En même temps, ça veut dire que s'il y en avait un troisième, probablement que le fédéral a gardé des notes de M. Chrétien, puis il pourrait réagir très fortement. Je note simplement que Québec solidaire profite de l'anniversaire pour dire que il voudrait abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans pour profiter de l'engouement des jeunes pour le souverainisme. Et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que la porte était assez grande ouverte pour ça. Et Manon Massé, qui était une des porte-paroles, en tout cas, une des leaders de Québec solidaire, dit à Patrice Roy, pas sûr que je voterais pour le oui. Là, on est des colonialistes envers les nouveaux arrivants, envers les immigrants. Hey, ça va bien en désespoir à Québec solidaire. Oui, écoute, tu te souviens, je pense qu'elle devrait se souvenir que Françoise David a beaucoup regretté d'avoir voté non en 1980 pour des raisons trotskistes, parce que elle trouvait que c'était finalement le grand capital, et elle l'a dit plus tard, en 95, oui, j'ai regretté. Donc, est-ce que l'indépendance, c'est comme disait Bernard Landry, c'est à gauche ou à droite? Non, c'est devant, c'est ça qu'il disait. Alors, j'ai l'impression que les indépendantistes, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin en entrevue, il disait ça un peu aussi. Mais on dirait que à Québec solidaire, on veut se faire courtiser pour avoir des garanties dans le processus. À 5% d'intention de vote. Dans le processus, pareil. Oui, mais à 5% d'intervention de vote, d'intention de vote, t'as pas un gros levier de négociation. Oui, Mario Dumont avait, un peu plus que ça en 95, mais ça a été, c'était le camp du changement, là, comme le rappelle Éric Bédard, je pense, dans les pages de la presse ce matin, l'historien qui dit, qui était à l'époque président des jeunes péquistes, il dit ça prend un camp du changement, donc ça ne peut pas être juste un camp à gauche, à droite, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Très bien, on se laisse là-dessus, Antoine Robitaille, merci, à demain. Alors, on parlera des syndicats demain, parce que c'est une autre bataille que lance le gouvernement.